Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du stress parce qu'il me semble que c'est important de le comprendre pour mieux y faire face. Et puis par la suite, je vous donnerai des astuces pour mieux gérer votre stress. Le stress est responsable de bien des maux. Il convient d'abord de faire la différence entre le bon stress, celui qui consiste à relever des défis, comme dans le sport, comme dans des examens ou des entretiens professionnels, et qui nous pousse à nous surpasser, à améliorer notre productivité, à être plus créatif, à accentuer notre motivation. Et puis le mauvais stress qui nous limite, qui nous paralyse, qui nous empêche de dormir même. Il devient alors néfaste et engendre des réactions physiologiques gênantes comme l'insomnie, l'anxiété, des troubles somatiques, des pertes de mémoire et de concentration. Les sources de stress sont nombreuses. Elles peuvent être externes, comme les études, le travail, une rupture amoureuse, des événements douloureux, des difficultés financières, ou alors internes, un manque d'organisation, du surmenage, des pensées négatives, des doutes, un manque de confiance en soi, une tendance à voir ou à anticiper le négatif. Alors comment le stress peut-il être bénéfique, mais dans l'excès avoir les effets inverses? En fait, c'est une question d'équilibre, puisque les hormones de stress comme l'adrénaline ou le cortisol améliorent ou dégradent les performances physiques et psychiques en affaiblissant ou en renforçant les connexions neuronales. Vous est-il arrivé de ressentir une oppression dans la poitrine, un poids sur les épaules ou une boule au ventre à l'idée d'un examen écrit oral ou d'un entretien ou simplement quelque chose qui vous inquiète? Eh bien, ces sensations sont répandues, mais peuvent nous empêcher de penser. Elles peuvent même perturber littéralement les capacités de mémorisation et de concentration, mais aussi amener à une sorte de sidération de l'esprit. Le fameux trou noir, où quand on ne trouve plus quoi dire. Voyons comment cela fonctionne. Autrefois, lorsque nous étions encore des hommes des cavernes, nous devions faire face à toutes sortes de dangers. C'est pourquoi notre système nerveux sympathique, afin de nous protéger des bêtes féroces, nous prépare à l'attaque ou à la fuite en accélérant notre fréquence cardiaque et notre tension artérielle. Notre cerveau est alors inondé de cortisol, l'hormone de l'action, entre autres, qui est aussi l'hormone du stress. Dans cette situation, les battements du cœur s'accélèrent, la température du corps se modifie, la respiration est courte. Les symptômes du stress sont divers, oppression de la poitrine, gorge serrée, boule au ventre, nausées, changement de température, etc. Et du point de vue psychique, cela entraîne une sidération de la pensée et même parfois des attaques de panique, une sensation d'être à côté de soi. Tous ces symptômes sont normaux en cas de danger, mais notre cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel, un lion prêt à bondir par exemple, et un danger perçu. Ainsi, le danger pensé, imaginé, peut avoir le même effet qu'un danger réel. Si le signal de danger est trop fréquent, il n'y a pas de retour à l'équilibre. C'est ce qui se passe quand des crises d'angoisse se déclenchent par exemple. C'est un peu comme si votre système nerveux devenait trop sensible à la moindre source de stress, fatigue, contrariété, événements difficiles. Les hormones de stress sont sécrétées continuellement, ce qui entraîne une surconsommation de l'oxygène par les cellules et épuise les ressources de l'organisme. Des pathologies peuvent alors se développer car l'organisme est fragilisé. Aujourd'hui, la recherche parle de l'influence du stress sur la santé, notamment dans certaines maladies, notamment dans les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Mais le stress n'est pas une fatalité. La science nous montre aussi que nous pouvons réagir. En effet, l'épigénétique démontre que nos comportements et nos émotions influencent notre santé. L'épigénétique est la modulation de l'expression des gènes en fonction de notre comportement quotidien. Cela signifie que notre alimentation, notre exercice physique, notre manière d'appréhender et de gérer le stress, nos émotions positives, comme le plaisir, l'altruisme, etc., et notre relation aux autres, ont une influence directe sur l'expression de nos gènes. Alors pour illustrer un petit peu l'impact du stress sur notre corps et notamment dans la maladie, je vais vous raconter une expérience qui a été effectuée en 1982 sur des rats. Dans cette expérience, on a inoculé des cellules cancéreuses
à des rats génétiquement comparables afin de tester l'effet du stress sur la maladie. Un premier groupe, appelé A, de rats a été soumis à des décharges électriques aléatoires et les subissant dans une totale impuissance. Le second groupe de malheureux rats se voyait attribuer les mêmes décharges aléatoires, mais avait une manette permettant de contrôler les chocs électriques douloureux. Ils reçoivent la même quantité de courant électrique que le groupe A, mais apprennent à contrôler la situation. Et un autre groupe C, plus chanceux, ne subissait aucune décharge, aucun stress. Que croyez-vous qu'il se soit passé ? Eh bien, le groupe A, soumis au stress et à l'inaction, a atteint un taux de prise de la maladie de 63%. Pour le groupe C, qui n'a subi aucune décharge, le taux de prise de la maladie atteint 54%. Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe B, qui avait la possibilité d'intervenir sur la source de stress, a développé la maladie à hauteur de 27% seulement. Nous pouvons donc penser tout d'abord qu'ici le stress accentue la fragilité à la maladie, mais aussi que si l'animal contrôle la situation, cela s'avère être une forme de traitement efficace. Donc l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que nous pouvons être actifs et mobiliser notre médecin intérieur. Finalement, le stress est quelque chose de normal et d'utile lorsqu'il est mesuré. Il nous permet d'être actifs et il a également un rôle d'alarme et donc de protection. Par contre, il convient d'apprendre à le gérer, à le diminuer afin qu'il reste un moteur et qu'il ne devienne pas un frein. La bonne nouvelle est que le stress est loin d'être une fatalité et que nous disposons de nombreuses possibilités pour qu'il ne devienne pas un problème afin de réussir dans ce que l'on entreprend ou pour notre santé, pour la préserver. Maintenant, pour mieux gérer ce stress et éviter qu'il ait une conséquence négative sur notre santé psychique et physique, eh bien, comme nous l'apprend l'épigénétique, nous pouvons agir sur notre environnement. Nous pouvons agir sur notre alimentation, bien sûr, sur notre activité physique, puisque nous savons que cela influence cette montée de stress ou pas. Et puis, bien sûr, nous pouvons agir sur notre sommeil aussi. Mais pour commencer, je vous propose de faire un bilan sur les sources de stress pour vous. Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est votre rythme de vie ? Avez-vous des moments de plaisir, des loisirs, des temps de pause, du temps pour vous ? Faites une liste des sources de stress et notez en face toutes les solutions possibles s'il y en a. Par exemple, si vous en faites trop, si vous vous pliez en quatre pour satisfaire votre entourage, demandez-vous comment vous pouvez vous décharger. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour penser à vous et avoir des temps de pause, des temps pour vous ? Si c'est le travail, par exemple, eh bien, y a-t-il des solutions à moyen terme ? Nous savons aujourd'hui que les émotions positives ont un rôle important sur notre santé, mentale et physique, bien sûr. Alors, autant que possible, cultivez votre optimisme, cultivez votre capacité à voir le verre à moitié plein. L'optimisme peut être défini comme la capacité à percevoir ce qu'il y a de bien, le positif. C'est aussi la faculté de croire que les choses vont s'améliorer quoi qu'il advienne. Vous savez, la résilience, tout comme l'optimisme, a été étudiée en psychologie en interrogeant notamment la capacité des prisonniers de guerre à survivre et reprendre le cours de leur vie malgré des expériences extrêmement traumatisantes. Le psychologue Martin Seligman est l'un des pionniers de la psychologie positive et il a étudié les émotions négatives, les peurs, les angoisses, la colère, etc., pour s'intéresser ensuite aux émotions positives. Et si le désespoir peut être acquis lors d'événements difficiles, eh bien l'optimisme peut aussi faire l'objet d'un apprentissage. Cultivez les émotions positives, cultivez la gratitude. Soyez conscient des bonnes choses qui vous arrivent et que vous avez autour de vous. Ne les considérez pas comme dues. Prenez le temps d'exprimer vos remerciements à ceux qui vous entourent, vos amis, vos proches. Soyez une personne reconnaissante. Et pour vous aider, il y a des techniques, bien sûr. La méditation de pleine conscience en est une. Bien sûr, ce n'est pas si simple de la mettre en pratique et cela demande de la persévérance. Mais vous pouvez commencer par de petits exercices qui deviendront une habitude.
voire même une philosophie de vie. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai quelques astuces pour apprendre à gérer votre stress. En attendant, j'ai mis à votre disposition sur cette chaîne YouTube de nombreuses séances d'hypnose anti-stress et vous pouvez même en télécharger une si vous le souhaitez. Je vous mets le lien sous la vidéo. À très bientôt.